Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. C'était une vidéo importante sur des signaux qu'on attendait potentiellement pour pouvoir se réengager, se réinvestir sur ce marché, notamment des cryptoactifs. Vous avez à peu près la même chose et les mêmes discours côté marché traditionnel, même s'ils sont un petit peu plus bullish par rapport au CPI qui était plutôt révélateur par rapport à une relance haussière. C'était très intéressant à observer parce qu'on arrive déjà à la fin de ce petit rebond complètement technique. On va bien sûr en parler dans cette vidéo, on parlera Salvador, on parlera de la sortie de nombreux bitcoins, on parle de plus de 200 000 bitcoins qui sont sortis en l'espace de quelques jours, notamment des échangeurs, et ça commence à revenir notamment du côté Binance. Est-ce que ce sera le grand vainqueur de toute cette histoire vis-à-vis de FTX et d'Alameda? On va bien sûr en parler dans cette vidéo, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, vous trouverez le lien dans la description, n'hésitez pas. Vous pouvez y trouver à l'intérieur des liens utiles, et on va en parler d'ailleurs aujourd'hui par rapport au Team Network vis-à-vis des adresses qui ont été proposées par les échangeurs Bybit, Binance, OKEx, etc. Donc plutôt des choses très intéressantes qui sont plutôt bien perçues par le marché, ce qui est plutôt rassurant. On va aussi trouver à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer, pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Je suis plutôt investisseur, moyen, long terme, voire très long terme. Je suis ici pour 10 ans et j'en profiterai d'ailleurs pour éventuellement répondre à un commentaire très intéressant qui a beaucoup eu de retours sur la dernière vidéo. On va bien sûr en parler juste après. Bitcoin, rien de plus à dire, on est toujours dans ce range, vous pouvez aller le voir directement en daily. On est en train de consolider ce petit triangle de contraction, la résolution sera haussière, baissière, généralement. Si vous jouez ce type de triangle de contraction, suivez la tendance. La tendance est toujours votre ami, on a résolu ce range par le bas, la tendance est donc baissière, on est dans une nouvelle tendance, on était dans un range, 80% en range, 20% en tendance, partie du principe qu'on peut continuer à se dégrader côté Bitcoin. Vous avez des objectifs, 13 700 $, 12 500 $, 10 000 $ prix psychologique, ça tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Ne cherchons pas des prix, cherchons des zones, regardons des structures, achetons la force et non pas le sang, et je vous expliquerai pourquoi je vais revenir sur ce commentaire. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Voilà pour ça, rien de plus à dire. Côté Ethereum, on est en train de rider là, cette petite trendline, cette oblique qu'on avait juste ici, qui sont généralement des prises par rapport à des tech profits de vente à découvert qui ont pris sur un TP numéro 1, généralement dans une zone de rechargement de vente long terme, court terme, moyen terme si vous le souhaitez, par rapport à ce petit canal descendant, donc plutôt court terme, là j'ai mis jaune long terme, mais c'est plutôt court terme ici. On vient chercher des précédentes poches de liquidité complètement logiques, on peut aller en chercher beaucoup plus bas, juste en dessous des 880 $. Je me pose toujours cette question par rapport au cataclysme, à la panique dans laquelle on est en train de vivre actuellement ces derniers jours. Pourquoi on n'y va pas? Pourquoi c'est pas beaucoup plus baissier? C'est qu'il y a des acheteurs, bien évidemment, et des très gros portefeuilles qui ont les capacités financières d'arrêter ce cours, et c'est pas en limite qu'ils arrêtent ce cours, c'est en buy market de façon extrêmement forte. Alors, est-ce que ça peut être intéressant ou pas d'acheter sur ces niveaux de valorisation? Oui, acheter en réalité de l'Ethereum en dessous des 2000 $ est très intéressant, parce qu'on est en discount, vous prenez les tops et les bottoms de marché historiques, vous prenez le 0 jusqu'aux 4000 $, si on est au-dessous des 2000 $, vous êtes en discount, c'est intéressant d'encadrer des investissements sur le très long terme, sur ces niveaux de valorisation. C'est pas quand Ethereum sera à 5000 $, un nouvel ATH, qu'on pourra dire, ah, c'est maintenant qu'il faut acheter parce que ça ne peut aller que au ciel. Oui, actuellement, psychologiquement, on pense que ça ne peut que aller plus bas que terre. Or, c'est faux, évidemment. Un cours ne fait pas que tomber, un cours ne fait pas que monter. Il y a des respirations de marché, on peut éventuellement vivre une ici. À quel moment les vendeurs à découvert pourront éventuellement se mettre en place? Ici, zone de rechargement de vente logique, premier arrêt ici sur les 1300 $, et zone de rechargement de vente logique ici 618, 786. La méthodologie reste exactement la même. J'utilise énormément les retracements Fibonacci ou les extensions Fibonacci. Certains utiliseront Ishimoku Kinkoyo, d'autres utiliseront la méthode de Wyckoff, d'autres utiliseront plein de choses, les vagues d'Elliott par exemple, ou tout ce que vous voulez comme indicateur technique que vous pouvez éventuellement encadrer pour pouvoir rationaliser des idées de trade ou d'investissement. Jouez vos setups de trading, ne vous surexposez pas dans une tendance, dans une dynamique tendancielle baissière de fond. Généralement, on garde du cash et on attend des réelles confirmations, et on en a parlé hier. Et j'ai eu un commentaire en ce sens-là, on va le regarder ensemble. Ce commentaire, je trouvais ça très intéressant. C'est Mouflette qui nous en a parlé il y a à peu près 21 heures. Par moment, t'es un peu contradictoire quand même, Ernest. Tu dis que tu investis et que t'es là pour les 10 prochaines années, mais quand t'achètes pas le sang. Si tu achètes la force, alors tu deviens un trader de tendance ou un investisseur de tendance. Si tu regardes autant de cash, mais que tu rachètes pas à 15 000 $, alors que tu as racheté, en fait, précédemment à 24 000 $, je t'avoue ne pas comprendre. Alors,
Voilà un petit peu la remarque, donc un peu switché, Biroquel c'est plutôt bon signe, parce que je suis un peu baissier, je ne passe pas pair, je suis pair ma boule de fond sur le marché des cryptoactifs, je pense que le marché est devant nous, et c'est pour ça aujourd'hui que je suis là. Donc beaucoup de remarques par rapport à ça, un gros acheteur, force, c'est FOMO, etc. Les 30 000 $ pour acheter, donc j'attends les confirmations, faut pas comprendre les youtubeurs, etc. Des fois ils disent que des conneries, ok, pas de problème avec ça, merci pour tous vos commentaires, je trouve ça très intéressant, ça fait grandir la communauté, et ça permet surtout de nous questionner. Je vous rappelle comment moi je fonctionne par rapport à la stratégie des 4 euros. En fait, c'est extrêmement simple. Vous allez prendre une time frame en weekly et on peut en fait, en réalité, oui, acheter des poches complètement logiques. Ici, vous aviez une énorme poche de liquidité qui était complètement normale. Il n'y avait pas de problème avec ça. Nous étions dans une dynamique et dans un canal haussier, en réalité. On peut aller chercher sur des méthodes de wake-off un spring juste ici pour aller retourner après ce marché. On ne connaissait pas à ce moment-là, entre guillemets, le fameux Terra Luna. Si on connaissait Terra Luna, on connaissait à ce moment-là Celsius, et on commençait à avoir de la consolidation. On était sur des trendlines, donc des prises de profit par rapport à des obliques vis-à-vis de nos amis traders de tendance. Donc les traders baissiers ici, puisqu'on avait clôturé et on avait travaillé en dessous des 36 000 $. On avait résolu cet oblique ou ce canot ascendant par le bas. Donc on est devenu très baissier. Et je vous avais dit à ce moment-là, attention, on passe en mode bear market. Et c'est la première vidéo que vous avez actuellement sur les rois du Bitcoin. Je travaille sur ma stratégie parce qu'il y a un truc que j'ai horreur, c'est louper le train. Donc ma stratégie, je l'ai interprétée en enlevant en fait ce biais psychologique d'avoir peur de louper le train et de devoir, par la force des choses, racheter plus haut. Donc oui, j'ai fait un investissement sur les 23 600 $ très exactement, c'était des obliques, on était sur des supports historiques vis-à-vis du S&P 500, on a continué à se dégrader peu après, mais on était sur un premier arrêt au niveau du S&P 500, vous avez un DXY qui était pas encore, entre guillemets, en to the moon, et qui était pas en train de, ils étaient sur sur un plateau haut, on peut le retrouver ici, si vous reprenez à peu près les datas, vous la verrez comme moi, on était à peu près ici, au niveau du DXY, donc en somme, vous aviez des confluences, on était sur des énormes résistances vis-à-vis du DXY, sur des gros supports vis-à-vis du S&P 500, et on pouvait trouver, entre guillemets, un excès baissier au niveau du Bitcoin, si le narratif était toujours le bon, si on avait pricé toutes les mauvaises nouvelles à ce moment-là, prendre un investissement dans une zone de rechargement, d'achat, très long terme au niveau du Bitcoin, n'était pas une mauvaise chose à faire. Donc ici, sur les 23 600 $ à peu près, entre un 618 et un 786, on arrivait très proche et on était parti du principe que, avec toujours des biais psychologiques qu'on peut avoir, que dans les précédents bear market, jamais Bitcoin était revenu chercher son précédent ATH, ce qui nous a prouvé le contraire, je l'admets totalement, mais dans l'idée, par rapport à cette panique, les volumes d'achat qu'il y avait à ce moment-là, d'énormes whales qui étaient en train de construire du long de façon extrêmement méchante, et vous l'aviez également sur ce Trading Light ici, sur Deribit, et vous l'aviez également sur Binance, vous l'avez à peu près partout, vous aviez des énormes poches de liquidités qui ont été rachetées, enfin c'était quand même pas rien, voilà, juste ici. Ça, pour passer, il fallait vraiment avoir de la force. Donc j'ai fait un investissement là-dedans. Donc je me suis considéré, je me suis confronté à des whales. J'ai dit, si vous achetez là, j'achète également là, sur un investissement à l'aveugle, je suis dans le train. Mais sur une position de 100% que je voulais mettre dans Bitcoin, à ce moment-là, je n'ai mis que 25% de la position à laquelle j'avais pensé, dans une zone de rechargement d'achat. J'étais plus dans la tendance, bien qu'on pouvait aussi clôturer, et ça c'est aussi des choses que vous voyez énormément en mensuel ou voire en trimestriel. Lorsqu'on a fait ce type de choses, on pouvait très bien clôturer ici et revenir au sein des mèches. Non, on le savait pas. À ce moment-là, quand vous prenez un investissement là-dedans et que vous achetez en réalité le sang, et vous avez raison, c'est la capitulation, et pour moi c'est la capitulation. Les capitulations, généralement, je les achète. Ça me pose pas de problème sur l'investissement à l'aveugle dans une zone de rechargement d'achat. Au moins, je suis dans le train. Mais si vous aviez vu en réalité cette capitulation et qu'on a été revenu ici clôturé en mensuel à 32 000 $, sympa. Et je me suis enlevé le stress psychologique de dire j'aurais dû acheter dans ma zone de rechargement à l'aveugle, j'ai loupé le train, ça m'oblige psychologiquement, puisque je suis dans un devoir d'achat, d'aller acheter plus haut. Et je ne veux pas le faire. Donc j'achète ici à l'aveugle. Maintenant, on aurait très bien pu racheter un deuxième investissement, avec un magnifique W-Weekly dans des W-Weekly. Oui, mais le problème c'est que je suis au-dessus de mon prix d'achat investissement, donc je ne peux pas racheter. Maintenant, est-ce que j'achète ici? Je pourrais le faire, techniquement, je ne dis pas du tout le contraire sur un investissement 2. Or, j'attends vraiment que les cendres s'essoufflent, redescendre par rapport à tout ce qui est en train de se passer avec FTX, parce que c'est très loin d'être terminé. Dès lors, je n'agis plus sur ce marché. Donc 23 600 $, vous le savez que j'ai acheté un paquet là-dedans. Actuellement, on est à moins 30%. On est même descendu à moins 34%. Bon, on peut attendre moins 40%. C'est pas très grave. Donc, si j'ai de la consolidation, en réalité, des choses comme ça,
des trucs un peu comme ça. On rebreak par-dessus par rapport à notre neckline. Et derrière, on revient ici. Et qu'on voit des bonnes news commencer à accompagner ce marché parce qu'on a fait un bon rebond haussier. Et que finalement, il n'y a plus de récession qui tienne par rapport au marché financier. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, les plus grands investisseurs et les plus grands patrons de banques américaines prédisent une récession dans les 2, 3, 6 mois. Donc on n'est pas dans un environnement haussier actuellement. Et acheter dans un environnement baissier, bien que c'est peut être intéressant d'acheter quand ça baisse, mais avec des vraies confirmations. Et pas quand on sait qu'on a le point bas, mais quand on sent qu'il y a un pivot qui va s'effectuer. Et ça, vous le voyez dans les données, en fait. C'est ça l'analyse technique. C'est que vous êtes toujours 6 mois, 9 mois en avance par rapport à ce qui est en train de se passer. Et actuellement, on n'a pas encore pricé le pire. En tout cas, je ne pense pas qu'on ait encore pricé le pire. Personnellement, et c'est ça que je joue réellement, c'est bien évidemment ma sensation, c'est qu'actuellement, la récession n'est pas pricée par le marché. On est probablement en train de faire un exit pump actuellement sur les marchés de Wall Street, et je pense que la corrélation de Bitcoin va se réeffectuer par rapport au S&P 500 ou par rapport au marché traditionnel, mais malheureusement à la baisse. Malheureusement à la baisse. On trouve un point d'équilibre ou un nouveau point d'équilibre sur Bitcoin. Si les marchés de Wall Street décrochent, Bitcoin continue à décrocher. Et je n'ai aucune confirmation. Mais je n'ai pas peur sur plein d'altcoins d'aller acheter plus cher. Mais je pense que si j'ai mes confirmations actuellement sur Bitcoin, à ce moment-là, je devrais acheter très proche de mon premier prix d'entrée, et je ne le ferai personnellement pas. Il y a bien plus de candidats. Et mon objectif, c'est de surperformer le marché. Surperformer le marché, c'est Total Market. Donc j'irai chercher des altcoins qui m'intéressent profondément, et pas forcément d'investir ou de me surexposer sur Bitcoin. Peut-être plus sur Ethereum, qui semble beaucoup plus fort actuellement, puisqu'il n'est pas allé rechercher ses précédents lots. Ça ne veut pas dire qu'il n'ira pas. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus fort. Donc aujourd'hui, je regarderai plus attentivement Ethereum, et on est quasiment sur mon prix d'entrée, puisque j'ai racheté de l'Ethereum à $1280, me semble-t-il, ou $1180 ? Non, $1280. Il me semble, voilà, $1280. On est un petit peu en dessous, je vais pas faire un investissement de là-dessus, ce serait pas cohérent, j'attendrai éventuellement une dépréciation en première classe, voire fortement en première classe, aux alentours des $700, $600, si Ethereum veut y aller. Ça, c'est la première approche, par rapport à une situation extrêmement baissière. C'est pas une mauvaise chose si vous faites du DCA temporel, non pas de prix, ça peut être très intéressant. Ou de prix, tous les $1000, vous achetez un petit peu de Bitcoin, ou tous les $1000 jusqu'à $1000, vous achetez du Bitcoin, ou jusqu'à $10, vous achetez de l'Ethereum, pourquoi pas, ou jusqu'à $100, vous achetez de l'Ethereum, si vous voulez. Ça, c'était la première approche. La deuxième approche, par rapport à des suivis de tendance. Oui, je le fais beaucoup en réalité sur des altcoins. Pourquoi ? Lorsque tout est haussier. Quand vous aviez un pullback, juste ici, vis-à-vis de notre ami Ethereum, donc on était là-dedans, vous aviez en fait beaucoup d'altcoins qui étaient eux déjà dans des zones de rechargement d'achat et qui étaient en train de consolider. À ce moment-là, je mets un investissement 1, puis un investissement 2, parce que la tendance de fond sur le total market et sur Bitcoin est haussière. Et c'est là, en réalité, que la stratégie des 4 rois peut s'appliquer, que ce soit sur les marchés traditionnels ou sur les cryptoactifs, ou c'est des toutes petites cryptoactifs très peu capitalisés, parce que vous savez que vous êtes dans la tendance. En fait, vous avez des retracements très profonds sur beaucoup d'altcoins. On peut prendre Solana, par exemple, on pourra Basic Attention Token, on pourra prendre Tezos, on pourra prendre Near Protocol, on peut prendre Phantom, on peut prendre plein d'altcoins. Quand vous aviez en réalité une dynamique tendancielle de fond, long terme, minimum en mensuel, voire trimestriel sur Bitcoin, qui était haussière, beaucoup d'altcoins étaient partis dans des zones de rechargement. En vue d'un super cycle. Bon, finalement, il n'a pas eu lieu. Ce qui s'est passé est pas ce qu'on avait attendu. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se surexposer, ça veut dire qu'on va prendre des investissements dans la tendance. Et c'est ça qu'il faut jouer. Vous allez chercher les excès. Oui, vous achetez le 100 sur des petites altcoins ou vous achetez la capitulation sur des petites altcoins parce que la tendance de fond est haussière. Et depuis qu'on est baissier, je réfléchis à 2 fois avant de mettre des investissements 2, des investissements 3, sauf si ça continue à se dégrader. Je peux remettre assez facilement un investissement sur Solana. Je le fais pas, j'attends un tout petit peu de consolidation. Et si ça repart très très fort à la hausse, ça repartira très fort à la hausse. Je reste exposé, mais je garde toujours du cash parce que je ne sais pas jusqu'où le marché peut descendre. On vient de résoudre encore un range qui dure depuis 3 mois par le bas. Ça peut être un piège acheteur, je ne dis pas du tout le contraire. Ça peut être un bull trap, je ne dis pas du tout le contraire. Mais je n'ai pas ces confirmations. Dès lors, si on réintègre le range, et en reprenant la vidéo d'hier, je ne rachèterai pas de Bitcoin, mais ça ne veut pas du tout dire que je rachèterai pas d'altcoin sur de l'investissement 2, investissement 3, investissement 4. Vous voyez ? Si j'ai une confirmation, on vient chercher les $21 500. Bitcoin est pour moi un curseur, c'est pour moi un indicateur à part entière, pour pouvoir me décider à aller prendre des cryptos qui sont extrêmement résilientes, et vous en avez plein qui sont très résilientes. EGLD n'a pas cassé ses précédents supports, AVAX n'a pas cassé ses précédents supports. Investir des investissements 2, si on a des confirmations réelles sur des ravalements haussiers au niveau des bougies en weekly sur Bitcoin, c'est pas complètement délirant. Mais actuellement, on est dans le noir, donc on peut pas le faire. Donc je suis pas bear, c'est bear.
Je suis pas boule. Même si de très long terme je suis boule ou je suis très boule, puisque je pense que le marché est devant nous, mais on peut malheureusement pas être boule dans ces situations de marché où on voit rien. Donc techniquement, prendre des longues là-dedans, c'est pas la meilleure solution. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Et les gros investisseurs et les gros traders, pour investir leurs deniers, qui d'ailleurs sont en train de retirer actuellement, on le voit très très bien, on le voit sur des analyses on-chain, et ben ils y vont pas. Donc attendez que tout le monde voit la même chose. Alors vous avez raison, on peut aller un tout petit peu plus loin dans la démarche, vous avez des grosses zones ici que tout le monde voit. Et c'est super que tout le monde les voit. Et vous allez voir que ça va faire résistance. Il n'y a aucun problème avec ça. Si on commence à continuer à se dégrader, je dis pas maintenant, je dis dans une semaine ou dans 2 semaines, on continue à se dégrader, on arrive sur les 13 500 $. Vous allez voir, c'était sûr, on est en train de... Mais c'est normal, ce sont des niveaux techniques clés que le monde entier voit. En tout cas, tous ceux qui sont investis sur ce marché le voient. Donc ils achètent. C'était prévu. On a raison, on est des génies. Oui, mais je me dis que s'il n'y a pas de structure et s'il n'y a rien, eh ben on peut continuer à aller à 10 000. Et il y en a plein qui vont dire, mais c'était sûr qu'on allait à 10 000. C'est un prix psychologique par rapport à une structure avec une clôture de bougie sur un W trimestriel. Donc ici, clôture de bougie mensuelle. Tout le monde avait vu les 10 800 $. J'achète. Super. Ouais, mais si vous n'avez pas de structure, bah, on peut continuer à se déprécier jusqu'à 3 000 $, jusqu'à 6 000 $. Et puis on ira chercher Sailor et on ira chercher tout ce que vous voulez. Il y a d'autres échangeurs qui vont péter comme des popcorn, etc., etc., etc. Et là, on partira du principe, il n'y a plus d'espoir. Ouais, mais Hermès, il aura beaucoup de cash. Et si ça repart dans le contraire, tant pis, je suis quand même investi sur ce marché. Donc ça me dérange pas. Et j'ai refait des investissements sur les marchés plus traditionnels, sur des structures de marché. Et là, vous allez éventuellement voir une espèce de dépression, avec des rebonds, et tout le monde qui était coincé ici vont éventuellement se décoincer, donc une pression vendeuse supplémentaire. Derrière, ça va continuer à se déprécier. Et ici, éventuellement, on pourrait potentiellement aller chercher des investissements 2, investissements 3 sur Bitcoin, pourquoi pas, ou continuer à lisser nos achats. Et les plus patients attendront quoi? Des magnifiques structures. Mais je préfère acheter ici que acheter ici. Ça, c'est ma philosophie. Dans un marché tendanciel baissier. Pourquoi? Parce que là, la tendance est de nouveau haussière. J'achète la force. Je n'achète pas le sang. Sauf dans des dynamiques tendancielles haussières de fond. Et on l'a plus eu à partir des 30 000 $ en réalité. Voilà pour ça. Donc, on peut éventuellement investir, moins se surexposer, essayer de trouver des coups. Vous voyez Solana qui tombe à 10 $. Bon, bah, Solana, ici, ils sont pas morts demain. C'est peut-être une super opportunité. Je ne dis pas le contraire. Il y en a plein qui ont fait des super coups. Vous avez Crow.com qui était dans l'œil du diable et qui le sont visiblement encore un peu. Ils essayent tant bien que mal de se dépatouiller. Il y a le mondial qui arrive, ils sont sponsors officiels du mondial, donc ils vont être mis en visibilité. Est-ce que acheter du Crow à 0,040, ça peut être intéressant, sachant qu'il a déjà rebondi de 50 ou 60% en l'espace d'une journée? Bon, c'était intéressant ou pas d'acheter le 100, etc. Oui, je dis pas que c'est juste opportuniste. C'est pas investisseur, c'est plutôt trader. J'achèterai pas le 100 de Crow. J'achèterai des consolidations de Crow ou des structures dans Crow. Et ce qui est intéressant sur Solana, sur Crow ou sur d'autres actifs que vous pouvez voir, c'est qu'on est très bas en réalité. On est plus bas que bas. Alors il y a plein d'invalidations de plein de techniques différentes par rapport à des bornes de range, par rapport à Ishimoku Kinkoyo ou par rapport aux vagues d'Elliott. On est dans les extensions des extensions. Oui, mais si ce projet n'est pas mort, les rebonds seront d'autant plus puissants. Sachant que la grande majorité a acheté beaucoup plus haut et généralement dans le premium et non pas dans le discount. Partez du principe qu'aujourd'hui Solana, la plus grosse majorité des gens, on peut revenir ensemble si vous voulez sur Solana, a acheté au-dessus des 100 $, c'est quasiment sûr. C'est même quasiment une certitude, quoi. Voilà, je pense que voilà, la très grosse majorité des gens a acheté ici, quoi. Donc ici, est-ce que c'est intéressant? Bien sûr, c'est super intéressant d'acheter là-dedans. Est-ce que c'est intéressant d'acheter? Oui, mais c'est tout à fait intéressant. Bah, je préfère acheter ici, potentiellement, avec éventuellement de la consolidation, de la structure, de la dépression pendant 3 mois, et dire, ok, pourquoi pas? Et si c'est un tout petit peu plus haut, eh ben ce sera un tout petit peu plus haut. Je n'ai pas peur. Mais on navigue dans un environnement baissier. Donc malheureusement, on ne peut pas avoir la même approche. Je suis boule dans un environnement haussier. Je suis... comment on dit ça? Je suis pas méfiant, je suis conservateur dans un environnement baissier. Et c'est dans ces environnements baissiers que les opportunités vont s'ouvrir. Je suis tout à fait d'accord. Personnellement, j'attendrai des structures. C'est ma vision et c'est mon approche. Et je garde beaucoup de cash. Parce que je ne sais pas si Bitcoin va pas tomber à 10 000 $, ou je ne sais pas s'il va tomber à 12 000 $. Si des gens mal intentionnés ont l'intention d'aller chercher Sailor à 6 000 $ ou à 7 000 $, ou d'autres, qui sont actuellement encore en levier d'achat x2, x3, etc., et qu'il faut aller les chercher,
on ira potentiellement les chercher. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y a tellement plus, entre guillemets, de vendeurs sur ce marché, qu'il y a une reprépondérance d'acheteurs, et puis le cours va de nouveau s'apprécier et structurer des choses très intéressantes. Actuellement, je vois strictement rien. Voilà, j'espère que j'ai été très clair, et que j'ai essayé de répondre à ton commentaire de la façon la plus précise possible, mais je pense que c'est là où il y a un changement de paradigme vis-à-vis de pourquoi tu achètes à 23 600 et pourquoi tu t'achètes pas à 15 000. C'est juste cette idée que je me suis imposée de dire je ne louperai pas le train. Mais je ne louperai pas le train dans une zone de rechargement d'achat. Long terme. Donc j'achèterai jamais le premium, j'achèterai toujours du discount, et pendant très longtemps on me regardait avec des yeux un peu bizarres, parce que la chaîne a été créée en janvier dernier me semble-t-il. Moi je peux pas acheter ici, 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 je peux pas acheter, et ici je peux acheter. Mais comme j'ai décidé d'acheter, j'étais dans un acte d'achat, j'achète, à l'aveugle, dans la capitulation, pour aller chercher un spring, etc. Bon, finalement le cours ne nous a pas donné raison, et on a continué à se déprécier. Mais maintenant, il faudra bien sûr attendre des structures, et les plus patients auraient attendu les 25 000 $. Et je pense que ceux qui ne se sont pas engouffrés all-in dans ce petit range, qui était très sympathique, hein, je dis pas du tout le contraire, honnêtement, il n'y aurait pas eu FTX, je pense qu'on serait plus près des 28 000 $ à l'heure actuelle, mais c'est un avis. Mais évidemment, je pense que beaucoup le partagent. Finalement, FTX est arrivé, alors CZ, pas CZ, coup de Trafalgar, tout ce que vous voulez. Ce qui est fait n'est plus à faire, et ça a été fait, donc maintenant on le subit, et la plupart du temps on subit ce type de choses. Le jouer c'est impossible, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Et derrière, les plus patients auraient attendu une acceptation au-dessus des 25 000 $ dans des vraies structures. N'attendons jamais, ne soyons jamais frustrés d'acheter plus cher, puisque le seul risque c'est de pouvoir acheter moins cher sur des mêmes structures de marché. C'est toujours la même chose. Je suis content d'avoir du cash. Je suis content de ne pas me surexposer. Mais je le connais. Je connais ces situations-là. Et après, je vous aurais dit, oui, mais les structures sont faites. Et la seule façon de tuer un W weekly ou un W mensuel, c'est de venir chercher ses précédents plus bas, ou de transformer avec un M-top, tout simplement, en mensuel ou en weekly. Là, on est venu chercher les précédents lots. Donc, pas bon la dynamique, mais ça veut pas dire qu'on peut pas repartir très très fort. Mais j'achète pas ça, personnellement. Voilà pour moi. Ça, je pense que c'était super important. Des news très intéressantes, le Salvador, qui a fait quelques news, donc c'est toujours entre guillemets pour accompagner et pour rester dans son approche, il rachète un BTC par jour. Alors je remets tout de suite les autres dans leur contexte, ça correspond à plus 0,05% de leur portefeuille, ils ont plus de 2400 bitcoins jusqu'à preuve du contraire, ils achètent un bitcoin par jour, c'est pas grand chose. En réalité c'est extrêmement peu, tout simplement, donc ils avaient un portefeuille estimé à plus de 100 millions de $, aujourd'hui il est plutôt valorisé à 40 millions de $, mais bon, ils y croient, et c'est plutôt prometteur. Voilà pour ça. On a un membre qui nous avait partagé ceci par rapport à des sorties très fortes de capitaux. Donc on voit que ça re-rentre un petit peu au niveau de crypto.com, ça re-rentre au niveau de Binance, Luno, BTC, Incendex, Bittrex, etc. Ça commence à rentrer, Obit, ça re-rentre, et tout ce que vous voulez, donc c'est plutôt positif, et vous avez en fait des grosses sorties de capitaux, notamment Gemini, qui était très proche, me semble-t-il, de FTX. Gemini, rappelez-vous, ce sont les deux cofondateurs de l'époque, qui avaient récupéré un peu de thunes de Facebook par rapport à leur procès. Vous avez Coinbase, ça commence à sortir un peu, vous avez KuCoin, ça commence à sortir un peu. Je pense que ça va se rééquilibrer. J'ai beaucoup de news par rapport à BlockFi, Gate.io, qui avaient supprimé la possibilité des retraits, donc je pars du principe que c'était quand même relativement énorme, hein, au niveau des sorties sur ce type d'échangeurs, parce que c'est pas des très très gros échangeurs. Curve, je crois, vient à la rescousse de BlockFi. BlockFi, je le dis, je le rappelle, c'est très prisé. C'est vraiment un projet très prisé, notamment avec la carte, la CB ou la Visa, enfin la carte bancaire crypto, je crois que c'est quasiment 100 000 utilisateurs aujourd'hui. J'ai vu quelques news passer dans ce sens-là, mais je sais qu'ils ont des yeux dessus. Donc Binance serait intéressé, Curve serait intéressé, beaucoup sont intéressés, probablement Bybit est aussi intéressé. Vous avez Swissborg qui me paraît un peu plus dubitatif. Je comprends pas pourquoi il y a autant de sorties de capitaux. Vous pouvez éventuellement me le dire dans les commentaires. Mais il y avait eu un FUD à ce moment-là, et on l'avait pas mal partagé sur le Discord, on en avait beaucoup discuté, mais il avait été balayé d'un revers de main, parce qu'il y a eu des preuves, ou en tout cas des annonces relativement fortes, vis-à-vis d'un risque lors de l'effondrement de Terra Luno, de Celsius, sur un risque d'insolvabilité de Swissborg. Donc malheureusement, les vieux démons reviennent, et là pour le coup, si vous avez le moindre doute, généralement, vous sortez vos capitaux. C'est une certitude absolue, mais partez du principe que ça re-rentre au niveau de Binance. Ça, on le voit très très bien juste ici. All Exchange, Binance, vous le prenez sur les dernières heures, et puis ça rentre assez massivement. Donc ça part d'un pour aller dans les autres. Why not? Je dis pas du tout le contraire. 200 000 bitcoins qui sont sortis. Ça peut être très intéressant par rapport au collatéral. Alors il y a beaucoup de... c'est pas à double tranchant. C'est tout ce qu'on voit, c'est plutôt positif pour le marché.
Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez des échangeurs qui ont distribué toutes leurs adresses. Donc Bybit l'a fait hier, plutôt positif, plutôt bien pris par la communauté. Vous avez beaucoup d'Ethereum, du Tron, du Binance, etc. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous avez Binance ici, et vous avez Bybit ici. C'est quasiment la même chose. Et je le dis souvent, en réalité, ce que fait Binance, Bybit le fait, c'est vraiment le challenger qui pousse, et qui essaye de ressembler au roi du monde, quoi. Donc aujourd'hui, le maître incontesté, c'est Binance. Bybit, je tends à penser qu'ils essayent d'être le challenger. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Binance a un utility token avec une blockchain maintenant native, la Binance Blockchain, vis-à-vis de son token qui s'appelle BNB, qui est valorisé 40 milliards de dollars. Donc la market cap de 40 millions de dollars. Si vous prenez le BitDAO, qui est en fait une énorme, ils ont une adresse, alors honnêtement, je sais pas si c'est à eux ça. Je pense que c'est leur réserve, mais je pense pas qu'ils ont eu 800 millions de dollars en BitDAO, parce que ça veut dire qu'ils détiendraient quasiment la totalité du supply. Ils détiendraient 90% ou 95% du supply. Donc ils ont une adresse qui appartient, en fait, je pense, à BitDAO en eux-mêmes, et Bybit aurait 800 millions de dollars. Alors je trouve ça un peu fou parce que ça représente énormément en réalité par rapport à ça. D'ailleurs, vous avez des informations assez intéressantes, c'est que si vous avez 800 millions qui sont détenus par Bybit, vous avez que 623 millions de dollars au niveau de CoinMarketCap, donc vous voyez que c'est faux au niveau, enfin c'est faux, c'est pas franchement représentatif, donc la maximum dilué oui, mais la cap en circulation c'est faux, puisque aujourd'hui on sait qu'il y a plus, si aujourd'hui Bybit a prouvé qu'il détenait pour 800 millions de dollars de tokens, et si vous allez sur CoinGecko, la market cap actuellement en circulation c'est 320 millions, donc vous voyez que c'est pas très représentatif. Mais je trouvais ça intéressant. Vous avez des informations sur le BitDAO, qui est aujourd'hui un utility token, un token de gouvernance, et ils ont mis à disposition tout ce qui a été détenu en fait à l'intérieur directement de cette DAO. Donc vous avez 933 millions de dollars de DAO, de bits, et vous en avez potentiellement 800 millions qui sont détenus par Bybit en eux-mêmes. Donc vous avez d'autres choses, vous avez de l'Ethereum, vous avez de l'USDC, de l'USDT, du PEPS, du FTT, donc ça n'a pas bougé pour le coup, c'était beaucoup plus, mais maintenant c'est malheureusement beaucoup moins, et ils n'ont pas bougé en réalité. Donc est-ce que ces informations sont vraies ou pas? On peut partir du principe qu'elles sont vraies. Il y a eu des audits logiquement externes qui ont été réalisés, plutôt bien pris par le marché. La transparence à tout prix, oui, mais à qui? Je rappelle des choses très intéressantes et très importantes aussi. Ce qu'on voit ici, c'est pas ce que détient en propre Binance. C'est pas ce que détient en propre OKEx. C'est pas ce que détient en propre Huobi. C'est des adresses d'utilisateurs. De leurs utilisateurs. Et ce qui me fait réfléchir, personnellement, et ce qui me rassure, parce qu'on me posait cette question aussi sur le Discord ou en message privé, est-ce que tu as encore confiance en Bybit, etc. En fait, quand j'ai ça sous les yeux, je me dis qu'aujourd'hui, Bybit propose une adresse avec beaucoup d'Ethereum, beaucoup de Bitcoin, beaucoup de stablecoin et du BNB de Binance pour 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, Bybit, c'est 10 millions d'utilisateurs. Alors oui, beaucoup sur les contrats futurs, etc. Je dis pas du tout le contraire. C'était l'idée de départ, c'était leur cheval de bataille, un petit peu comme Bittrex, un petit peu comme FTX, etc. Donc c'était l'idée contrat futur, parce que très rentable en réalité. Et vous avez Crypto.com, qui est plutôt un échangeur cher, peu de contrats futurs, etc. Ou voire pas du tout, je sais plus du tout. Je le prends un petit peu comme Coinbase, hein, si vous voulez, Crypto.com, pour les premiers investisseurs. Ils ont 80 millions d'utilisateurs pour 2 milliards de réserves, entre guillemets, utilisateurs. Donc, alors je dis pas que les montants sont pas différents, etc. Donc on peut partir du principe que sur Bybit, il y a des gros, sur Crypto.com, il y a beaucoup de petits et peu de gros, et c'est plutôt voilà. Essayez de faire un petit peu vos propres recherches de votre côté. Je sais pas trop quoi en penser, mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de très gros et de petits sur Binance. Ça n'a plus du tout ce n'est plus du tout à relever. Donc ils sont très très loin devant. Donc ça peut être rassurant, oui. Donc s'ils tombent, et c'est ça qui tourne aujourd'hui sur les réseaux sociaux, si Binance tombe, tout tombe. C'est une certitude absolue. Parce qu'aujourd'hui, ça représente une très 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 grosse partie. Vous remarquerez que Coinbase n'y est pas, mais Coinbase, vous pouvez éventuellement aller revoir dans les dossiers financiers, puisque maintenant c'est coté en bourse. Donc vous avez une super, et je dis bien une super transparence vis-à-vis de Coinbase. Et si aujourd'hui je devais faire un choix sur l'échangeur le plus safe, entre guillemets, du monde, pour moi ce serait Coinbase. Parce qu'aujourd'hui on sait tous deux, depuis qu'ils sont cotés en bourse. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. On fait quelques petites news et on finira cette vidéo là-dessus. On n'a pas fait beaucoup d'analyse technique, mais c'était peut-être pas le plus important aujourd'hui.
Wall Street peut continuer à s'apprécier. Pourquoi? Parce que plutôt bearish côté Wall Street. On arrive sur des premiers rarés et puis on a 70% en net short jusqu'à preuve du contraire. Vous êtes toujours un petit peu baissé, un petit peu aussi au niveau de l'US dollar. Donc on peut continuer potentiellement à se déprécier. On est plutôt baissé au niveau du CAC 40, 75% net short. Et vous voyez très bien que généralement le marché fait le contraire de ce que la majorité pense. On continue à s'apprécier tout doucement, même si on arrive dans une zone de rechargement de vente. Pour moi, on peut continuer à s'apprécier complètement. Sans aucun problème au niveau du S&P 500. Et côté CAC 40, faites attention, on arrive sur un espèce de range ici, haut de range, bas de range, on arrive très proche d'une très grosse zone de rechargement, d'achat, de vente logique long terme de fonds par rapport au précédent TH. Soyez vigilants, on peut commencer à avoir des vendeurs qui commencent à prendre des profits complètement logiques, des poches de liquidité complètement logiques qu'on va venir capturer tout simplement pour rajouter à nos shorts. Je rappelle que Red Alio est net vendeur sur beaucoup d'actions du CAC 40 et sur des valeurs notamment européennes, donc soyez vigilants, je prends un exemple par exemple comme Total, si vous voulez. Donc, est-ce qu'on est en train de faire, entre guillemets, un énorme exit pump? C'est pas complètement impossible. Si vous êtes très exposé sur les valeurs du CAC 40 ou sur des valeurs américaines, etc., attendez potentiellement cette zone ici. Si vous commencez à avoir une forme de faiblesse, eh ben, soulagez vos bagues. Soulagez vos bagues. J'aurai exactement ce même discours sur Bitcoin si ou quand il arrivera aux alentours des 33, 38, 40, 51, 56 000 $. Et ben, à ce moment-là, j'aurai exactement le même discours. Donc ça fait un petit peu sourire aujourd'hui, mais ça arrivera, c'est une certitude quasi absolue. Il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Tous les FUD qui arrivent, tous les drames qui arrivent aujourd'hui autour des technologies blockchain ne sont pas des erreurs de blockchain, sont des erreurs humaines dans 100% des cas. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas l'enlever, et les gens le savent. Et si vous avez un doute, n'ayez pas de doute. Les erreurs sont des humains derrière. Celsius, Terra Luna, FTX, et on peut en prendre, si vous voulez, une centaine derrière d'erreurs qui vont arriver, et ça arrivera peut-être pire, peut-être moins pire, mais ce sera toujours des problèmes humains qu'il y a derrière. Le jour où c'est plus un problème humain et que c'est un problème protocolaire ou un problème de blockchain, là on aura des autres problèmes entre guillemets à se poser. Et je parle des plus grosses aujourd'hui blockchain, d'Ethereum, Bitcoin, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Ça fait 13 ans pour Bitcoin, un peu moins pour Ethereum, mais jusqu'à preuve du contraire, pas de problème au niveau on-chain vis-à-vis de leur protocole. Et c'est ça qui est très rassurant. Voilà, j'ai fini tout ce que je voulais vous dire. À part quelques news qui passent, ça aussi, ça aurait pu être des bonnes news. Guerre en Ukraine, Russes et Américains négocieraient en Turquie. Bon, pour le coup, on le sait, ils négocient depuis très longtemps. Ils essaient de trouver des accords, ils essaient de mettre dans la boucle Zelensky. Zelensky qui est un petit peu monté au créneau. Je trouvais ça intéressant. Il a perdu une occasion de se taire en contredisant l'OTAN à l'origine du missile en Pologne. Donc c'est arrivé avant-hier ou hier, me semble-t-il, qui a fait 2 morts malheureusement en Pologne. Donc tout de suite, on a apaisé. C'était le G20 actuellement, et Zelensky a sauté sur le truc pour dire c'est pas nous, c'est les Russes, c'est les Russes. Enfin, à un moment donné, il faut pas non plus qu'il perde de la crédibilité. Si aujourd'hui il en est là, c'est grâce à nous. C'est grâce à la France, c'est grâce aux États-Unis, c'est grâce à l'Allemagne, c'est grâce à l'OTAN. Sinon, l'Ukraine n'existerait plus. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, puisqu'on les a armés, et pas qu'un peu. Aujourd'hui, plus de 60% de l'armement, c'est de l'armement américain qui se trouve actuellement sur le sol logistique en Ukraine. Donc alors on peut penser tout ce qu'on veut sans faire d'idéologie ou sans faire de langue de bois, mais il faut faire attention vis-à-vis des... Alors, beaucoup de propagande, je le rappelle, mais ce que je vois entre les lignes ici, c'est que si Zelensky commence à perdre de son influence et je pense qu'il en perd déjà beaucoup pour le coup, et je pense que ça fait longtemps qu'il commence à en perdre, ça va être réglé par les Américains et par l'OTAN. Donc ça peut éventuellement signer très probablement une fin de guerre, et généralement c'est comme ça que ça se finit. Vous reprenez la carte, ils commencent à perdre la carte, ils vont couper en deux, ils auront un petit accès à la mer quand même, et puis je pense pas que la victoire de l'Ukraine sera totale. J'en doute très fortement, parce qu'à un moment donné il y a des échéances notamment européennes, vis-à-vis du gaz, vis-à-vis des exportations, vis-à-vis du commerce international. Malheureusement tout ne peut pas reposer sur c'est bête à dire, mais à un moment donné il faut rester juste lucide sur un petit pays qui aujourd'hui va probablement continuer à exister, peut-être amoindri, je ne dis pas du tout le contraire. La Russie reconstruira ce qu'il a cassé, notamment en Ukraine, et puis ça affaiblira la Russie un peu plus, mais à un moment donné, la guerre totale, j'y crois de moins en... Enfin, la guerre totale. La victoire totale de l'Ukraine, j'y crois de moins en moins. Voilà, si vous voulez mon avis, je pense que les négociations vont continuer à s'accélérer. BlockFi, on en a parlé. Et je finis juste cette vidéo, très psychologique. J'espère que c'est important aussi pour vous d'entendre ce type de discours-là. On a mis en petit place mon petit prono, vous avez tout dans le Discord, donc on est plus d'une centaine à avoir rejoint l'idée, donc merci, vous êtes très nombreux et ça me fait plaisir. Je pense qu'on pourrait passer un petit peu de bon temps, partager des bons moments, d'émotions positives. Je vous ai mis ça dans annonce.
Il y a des petits lots, donc je vous ai mis ça comme ça. J'espère que ça vous fera plaisir. Le premier, $250, je vous l'envoie directement sur une adresse publique. Clé Ledger Nano X du 2 au 3e. Clé Ledger Nano S Plus du 4e au 5e. Et 50 USDT que je vous envoie directement également en spot entre le 6 et le 10e. À vous de jouer si ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous rejoindre sur mon petit prono pour éventuellement essayer de se libérer un peu l'esprit, de penser à autre chose. Le mondial commence dimanche. J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre. Je vous souhaite une excellente journée et à demain dans une prochaine vidéo du Roi du Bitcoin. Ciao.